Chapitre 4. L'Angleterre se trouvait à cette heure de son histoire dans une situation très précaire. Le roi Richard était prisonnier du perfide duc d'Autriche. On ignorait jusqu'au lieu de sa captivité. Ligué avec Philippe de France, ennemi mortel de Richard, le prince Jean employait toute son influence sur le duc pour prolonger la captivité d'un frère dont il avait pourtant reçu tant de faveurs. Il fortifiait sa faction en Angleterre, dans le dessein, en cas de mort de Richard, de disputer le trône à l'héritier légitime, Arthur, duc de Bretagne, fils de Geoffroy Plantagenet, frère aîné de Jean. Cette usurpation, comme on le sait, il l'exécuta par la suite. Léger, licencieux, perfide, Jean s'attacha facilement, non seulement tous ceux qui avaient lieu de craindre que leur conduite, pendant l'absence de Richard, n'attirât sur eux sa colère, mais aussi cette foule bariolée d'hommes audacieux et cyniques qui rapportaient des croisades les vices de l'Orient, le goût de la brutalité et l'espoir de réparer les brèches faites à leur fortune en mettant à profit les troubles civils. Ajoutait encore au malheur public tout un peuple errant d'outlot, exaspéré par la tyrannie des seigneurs féodaux et bravant au fond des forêts devenues leur domaine la loi et ses ministres. Et, malgré cette détresse quasi générale, nobles et manants, riches et misérables, s'enthousiasmaient à l'unisson pour ce grand tournoi d'Ashby, cette passe d'armes sans pareille dans le siècle où tous les tenants seraient des champions illustres et que le prince Jean lui-même honorerait de sa présence. Tandis que les galeries se remplissaient de nobles et de chevaliers, l'espace inférieur était envahi par les yeomen, les bourgeois et les gens de la petite noblesse. C'est de là, soudain, que s'éleva une violente algarade. « Chien de mécréant !» cria un vieillard en tunique râpée, mais dont l'épée et la chaîne d'or annonçaient un certain rang. « Tu oses frôler un chrétien ? Un gentilhomme normand du sang de Montdidier ?» L'homme ainsi apostrophé n'était autre que notre Isaac, jouant des coudes pour pousser avec la belle Rebecca au premier rang des spectateurs, mais un Isaac somptueusement vêtu et qui avait, en même temps que ces misérables nippes, dépouillé toute son humilité. N'était-il pas ici, en un lieu public, sous la tutelle des lois? Et ce prince Jean, qui allait assister au tournoi, n'était-il pas précisément en passe de négocier avec les Juifs d'York un bel emprunt dont il fournissait lui-même le principal? Sous les injures, Isaac ne broncha donc pas, et ce fut aussitôt autour de lui un concert d'indignation. Isaac sentit fondre son assurance, et il prenait déjà du champ quand le prince Jean fit son entrée dans l'arène avec une nombreuse escorte de chevaliers, de seigneurs de sa cour, d'ecclésiastiques aussi parés que des courtisans, et une longue suite bariolée de chefs de bande, de baronnets, pillards et débauchés, toute la racaille enfin qui formait sa société ordinaire, mêlée de templiers et d'hospitaliers. Dès son entrée dans l'enceinte, il avait remarqué l'altercation et reconnu le juif. Mais c'est la jeune fille apeurée et cramponnée au bras de son père qu'il ne quittait plus maintenant des yeux. Rebecca pouvait en effet le disputer aux plus fières beautés de toute l'Angleterre. Le prince Jean s'approcha. « Quelle est cette belle, Isaac? Ta fille ou ta femme ?»« Ma fille, Rebecca, prince. J'aime mieux cela pour toi, c'est plus prudent. Mais sa beauté mérite une digne place. Allons, tas de rustres et de manants, serrez-vous pour le prince des usuriers et sa charmante enfant. » Les rustres, ainsi souffletés, c'étaient Cédric et les siens. Tous ses amis, son voisin et allié Athelstan de Königsberg, le dernier descendant du dernier roi saxon d'Angleterre. Sans un mouvement de révolte, celui-ci écarquilla ses grands yeux gris et fixa le prince d'un regard stupéfait, quelque peu comique. Jean n'était point en veine de rire. « Holà, de Bracy !» cria-t-il à l'un des chevaliers qui l'accompagnaient. « Chatouille-moi donc de ta lance ce porcher saxon qui joue au dormeur éveillé. » Mais à peine de Bracy eut-il levé le bras que, prompt comme l'éclair, Cédric avait déjà dégagé du fourreau l'épée courte. D'un seul coup, la lame trancha le bois de la lance dont le fer tomba à terre. Tandis qu'une immense acclamation saluait le geste,
La fureur empourprait le visage du prince Jean, jurant et sacrant. Il chercha des yeux autour de lui la victime à sacrifier à sa colère. Son regard s'arrêta sur un archer à la tunique vert Lincoln, qui criait son enthousiasme d'une voix de stentor. « Pourquoi brailles-tu ainsi » lui lança le prince. « Je crie toujours « Hurrah !» devant un beau coup, dans une bagarre ou à la cible. Oui, da, et ta flèche à toi va toujours en plein blanc ? Mais oui, à distance convenable. À 100 yards, dit une voix derrière lui. Il toucherait la cible de White Tyrrell. Note au lecteur. White Tyrrell était un courtisan de Guillaume le Roux, qui tua ce prince à la chasse par accident ou volontairement. Le fait n'a jamais été éclairci. Cette allusion à la fin tragique de son aïeul Guillaume le Roux porta à son comble la rage du prince. « Ayez l'œil sur ce fanfaron, ordonna-t-il. Il sera plaisant, par Saint Grisel, de le voir à l'œuvre. » « L'épreuve ne me fait pas peur, répondit le yeoman du ton le plus calme. Le prince Jean prit place, entouré de sa suite, et le héros, selon l'usage, proclama les règlements de la chevalerie. Les 5 tenants doivent accepter pour adversaire tout venant, chacun de ceux-ci choisissant son rival en touchant le bouclier suspendu à la tente. S'il le heurte du talon de sa lance, le combat aura lieu à armes courtoises, la pointe de la lance garnie d'une armature de bois. S'il le frappe du fer, il sera à outrance, tel que sur le champ de bataille. Quand tous les tenants auront rompu chacun 5 lances, le prince proclamera le vainqueur de la première journée. Celui-ci recevra pour prix un destrier d'une beauté sans défaut. À lui, de plus, l'honneur de nommer la reine qui décernera le prix du 2e jour, au cours duquel aura lieu le combat général livré par tous les chevaliers groupés en 2 équipes égales. Lorsque le prince en aura marqué la fin en jetant dans l'arène son bâton de commandement, la reine de la beauté et des amours posera sur la tête du chevalier vainqueur la couronne d'or laurée. Les jeux chevaleresques seront clos, et le 3e jour sera réservé au divertissement de la joute à l'arc et des combats de taureaux qui font toujours la joie du populaire. Les barrières s'ouvrirent, et 5 chevaliers, choisis par le sort, s'avancèrent dans l'arène au pas lent de leurs chevaux. Tous étaient splendidement armés. Ils gagnèrent l'autre extrémité de la lice et s'y rangèrent en ligne, tandis que les tenants, brillant de Bois-Guilbert en tête, sortaient de leur tente, montaient à cheval et quittaient la plateforme pour engager le combat contre les tout-venants qui avaient au passage frappé leurs boucliers. Au signal des clairons et des trompettes, les 2 lignes s'élancèrent dans un galop furieux. Pour les rivaux des tenants, ce fut presque aussitôt le désastre. Les adversaires de Bois-Guilbert, de Malvoisin et de Front-de-Bœuf roulèrent au sol, désarçonnés. Quant à celui de Grandmesnil, son attaque fut si maladroite qu'au lieu d'atteindre de sa lance le casque ou le bouclier de son ennemi, il la lui brisa sur le corps, commettant la plus grave des fautes selon le code de la chevalerie. Seul, le 5e, soutint l'honneur de son parti. Sans plus de succès, un second groupe de chevaliers vint provoquer les tenants, qui remportèrent une seconde victoire aussi aisée que la première. À la 3e rencontre, 3 compétiteurs seulement se présentèrent. Encore se gardèrent-ils d'affronter Bois-Guilbert et Front-de-Bœuf. Ils furent pareillement désarçonnés, et une longue pause suivit. La foule murmurait de dépit devant ce triomphe de Bois-Guilbert et de Front-de-Bœuf, dont l'orgueil
et la tyrannie soulevaient depuis longtemps l'exécration de tous les Saxons. Déjà, le prince Jean donnait l'ordre de préparer le banquet et se disposait à proclamer le vainqueur de cette première journée, lorsque, soudain, une trompette retentit à la porte du nord. Tous les yeux se tournèrent vers la barrière qui s'ouvrait devant le nouveau champion. C'était un chevalier de moyenne taille, plus élancé que bâti en force. Il portait une cuirasse damasquinée d'or. Sur son bouclier, nulle autre armoirie qu'un jeune chêne déraciné, et, pour devise, en espagnol, ce simple mot, Desiderado, le déshérité. Au pas d'un splendide cheval noir, il traversa le champ clos, salua le prince Jean et les dames, puis il piqua droit vers le pavillon du centre et heurta du fer de sa lance le bouclier de Bois-Guilbert. Il demandait le combat à outrance. Une immense exclamation de surprise s'éleva de la foule, et nul ne fut plus stupéfait que le Templier lui-même quand il sortit de sa tente et aperçut le champion inconnu. « Es-tu en état de grâce ?» demanda-t-il avec un sourire dédaigneux. « Pour venir ici risquer ta vie ? Je suis mieux que toi préparé à la mort. Mais insolence pour insolence, prends un cheval frais et une lance neuve. Sur mon honneur, il te faut l'un et l'autre. » Sur ce défi, le déshérité fit descendre son cheval à reculons et le contraignit à traverser ainsi l'arène tout entière. Exploit équestre qui déclencha une rafale d'applaudissements. Malgré sa suffisance, Bois-Guilbert ne négligea pas le conseil du déshérité. Il choisit un cheval frais et s'arma d'une nouvelle lance. Tous les vœux allaient au chevalier déshérité, quand, au signal de la trompette, les deux combattants foncèrent l'un sur l'autre avec la rapidité de l'éclair. Ils se heurtèrent au centre de la lice, dans un fracas de tonnerre. Les deux lances volèrent en éclats, et le choc fut si violent que les deux chevaux plièrent sur les jarrets. Seule la poigne et l'adresse des cavaliers évitèrent la chute. Une seconde, Bois-Guilbert et le déshérité se regardèrent avec des yeux dont l'éclat étincelait à travers les visières. Puis ils se retirèrent aux extrémités de l'enceinte, où chacun d'eux reçut une nouvelle lance des mains de son écuyer. Aux acclamations succéda un profond silence, quand, après une brève pause, retentit de nouveau l'appel de la trompette. La seconde charge fut aussi rapide que la précédente, et le heurt aussi brutal. Mais l'issue en fut tout autre. Le Templier, qui tenait sa lance pointée vers le centre du bouclier de son adversaire, l'atteignit avec une telle précision et une telle force que le déshérité en fut couché sur la croupe de son destrier. Le terrible coup ne lui fit pourtant pas perdre selle, et, changeant de tactique, dans un nouvel assaut, il ne visa plus, comme il l'avait fait jusqu'ici, le cœur de l'écu, mais le casque. Le coup porta, et si le Templier tint bon, la sangle du cheval se rompit net. Monture et cavalier roulèrent dans la poussière. Se dégager des étriers fut pour Bois-Guilbert l'affaire d'une seconde. Ivre d'une rage que fouettaient les bravos prodigués à son vainqueur, il était déjà debout, l'épée tirée. Le déshérité releva le défi, et le duel à mort allait commencer, lorsque les maréchaux, arbitres du tournoi, arrivèrent à toute bride pour croiser leurs lances entre les adversaires. Les lois de la chevalerie interdisaient un combat en pareille circonstance. « Nous nous retrouverons, » lança Bois-Guilbert. « Toujours et partout, tu me trouveras prêt à te combattre. » Tandis que le Templier regagnait la porte du nord et rentrait sous sa tente pour y remâcher sa fureur jusqu'au soir, le déshérité ouvrait le ventail de son casque et demandait une coupe de vin. « À l'honneur des cœurs anglais !» s'écria-t-il, « et à la confusion des tyrans !» Et la coupe, à peine vidée, il donna l'ordre à son trompette de sonner un défi aux 5 tenants. Il les combattrait sur l'heure, l'un après l'autre, dans l'ordre qu'ils choisiraient eux-mêmes. Le premier qui releva l'extraordinaire défi
ce fut le gigantesque Front-de-Bœuf. Mais malgré sa taille et sa musculature herculéenne, en dépit de l'arrogante devise « Prends garde, me voici » gravée sur son écu, où une tête de taureau se dessinait sur fond d'argent, après une brève passe d'armes à chances égales, il perdit les étriers sous le dernier assaut du Desiderado. Philippe de Malvoisin connut après lui le même sort. Son casque fut rabattu d'un coup de lance. Dans la rencontre avec sir Hugues de Grandmesnil, l'invincible inconnu conquit une fois de plus tous les suffrages, en faisant montre d'autant de courtoisie que d'art du combat. Refusant de profiter des incartades d'un cheval mal dressé, qui mettait son cavalier à sa merci, il eut l'élégance de raser le casque de Grandmesnil d'un coup de lance, qui, 2 centimètres plus bas, l'eût infailliblement jeté à terre. Puis il fit volter son destrier, revint se poster à l'entrée du nord, et chargea le héros de demander à Grandmesnil s'il lui plaisait de reprendre la joute. Mais son adversaire se déclara doublement vaincu, par la noblesse du chevalier déshérité, autant que par son art du combat. Ralph de Vipont se présenta alors comme dernière victime. Il fut renversé, vomissant le sang par la bouche et par le nez, et les écuyers ne relevèrent qu'un homme inanimé. Lorsque les maréchaux du tournoi vinrent prier le déshérité de permettre qu'on lui détachât son casque pour recevoir le prix des mains du prince Jean, il déclara devoir, à son regret, s'y refuser. Avant d'entrer en lice, il en avait dit les raisons aux héros d'armes. Les maréchaux n'insistèrent pas. Parmi les vœux, souvent singuliers, que faisaient en ce siècle les chevaliers, il n'en était pas de plus fréquent que celui de garder l'incognito jusqu'à ce qu'ils eussent accompli tel exploit ou mené à bien telle aventure. Quand on vint rapporter à Jean le refus du vainqueur, la curiosité atténua en lui le dépit causé par la défaite de ses 5 favoris, infligée par la main de cet unique assaillant, surgi on ne savait d'où. « Par Notre-Dame !» s'écria-t-il. « Qui d'entre vous, messire, démasquera ce mystérieux inconnu ? Certes, ce n'est pas moi, dit de Bracy, qui eût dit que, dans toute l'Angleterre, il exista un champion pour vaincre en une seule joute 5 de nos meilleurs chevaliers. Le comte de Salisbury, peut-être, il est de même taille. » « Oui, mais avec un autre embonpoint, » interrompit Fitzurse. « J'opinerais plutôt pour sir Thomas Multon. »« Et si c'était le roi lui-même » lança quelqu'un. « Richard Cœur de Lion » répétèrent tous les autres d'une voix étouffée. « Le ciel nous en garde » s'écria Jean, soudain pâle et frissonnant. « Sinon, mes braves chevaliers, rappelez-vous votre serment. »« Allons donc, » protesta Fitzurse. « Oubliez-vous, prince, que votre frère Richard est un géant, de 3 pouces au moins plus grand que l'inconnu, et la largeur de son torse. Sous le poids du roi Richard, le cheval du déshérité n'aurait pas fourni une seule course. Je ne me charge pas de deviner. L'une de ces bonnes lances, sans doute, qui ont suivi le roi en Palestine et qui en reviennent en chevaliers errants. Mais, votre grâce, n'est-ce point manquer d'égard envers le vainqueur que de le faire pareillement attendre ? Lorsque les maréchaux eurent amené le déshérité au pied du trône, où piaffait le splendide coursier qui était le prix du combat, Jean tremblait encore de reconnaître dans la réponse du chevalier à son éloge la voix mâle et sonore de son frère Richard. Mais le chevalier déshérité se contenta de s'incliner profondément et se tut. Puis, s'appuyant sur le pommeau de sa selle, il s'enleva sans se servir de l'étrier, et, la lance haute, il fit 2 fois le tour de l'enceinte, en émerveillant la foule de toutes les virtuosités de l'art équestre. Au second passage, sur un signe du prince, il immobilisa son cheval en plein galop, avec une extraordinaire soudaineté, et se tint devant Jean, la lance basse. « Sire chevalier déshérité, » dit le prince, « puisque ce nom est le seul sous lequel tu veuilles te faire connaître, une des prérogatives de ta victoire est de choisir la dame qui présidera demain le tournoi comme reine de la beauté et des amours. Tu es étranger, je pense, en ce pays. Sache seulement qu'Alicie, fille de notre brave chevalier Valdemar Fitzurse, passe à la cour pour être la première en charme et en distinction. Mais, encore une fois, ton choix est libre. Et maintenant, lève ta lance. » Le chevalier obéit, et reçut sur le fer de sa lance
la couronne de satin brodée d'un cercle d'or. Alors il refit à pas lents le tour des galeries, devant celle où Alicie trônait dans tout l'orgueil de sa beauté. Le déshérité ne fit même pas mine de ralentir le pas de son cheval, mais, à la hauteur de Lady Rowena, il s'arrêta net et demeura quelques secondes immobile. Puis il baissa lentement le fer de sa lance et déposa la couronne au pied de la belle Saxonne. Alors retentirent la fanfare des trompettes et les cris des héros, proclamant la reine de la beauté et des amours, tandis que Cédric, dans sa joie, lançait dans l'arène tout l'or et l'argent qu'il avait en poche, et que de tous côtés montaient les acclamations en l'honneur de la race de l'immortel Alfred. Dominant son déplaisir, le prince Jean poussa son cheval vers la partie de la galerie où Lady Rowena était assise, la couronne encore à ses pieds. « Belle dame, lui dit-il, du ton qu'exigeait la galanterie. Prenez cet insigne de votre royauté. Nul n'y rend hommage avec plus de plaisir que moi. Et s'il vous plaît, ainsi qu'à vos nobles amis, d'embellir aujourd'hui de vos charmes le banquet du château d'Ashby, nous vous en rendrons 1000 grâces. » Cédric ne laissa pas à sa pupille le temps de répondre. « Prince, Lady Rowena ignore, ainsi que moi et le noble Athelstan de Königsberg, le langage et les manières de vos ancêtres. Veuillez nous excuser, mais demain, Lady Rowena tiendra le rôle qui lui a été confié par le chevalier vainqueur, aux acclamations du peuple. » À ces mots, il ramassa lui-même la couronne et la plaça sur la tête de la jeune Saxonne. « Fort bien, » murmura Jean. « Mais vous, du moins, chevalier, vous vous asseoirez à notre festin. » D'une voix à peine perceptible, le déshérité s'excusa de même, prétextant son besoin de repos après une telle journée et à la veille d'autres combats aussi rudes. « Nous ne sommes guère habitués à de tels refus, » répliqua Jean d'un ton hautain. « Nous tâcherons cependant d'être des convives sans tristesse. » Puis il quitta aussitôt l'enceinte, suivi de son étincelant cortège. Le chevalier déshérité ne fut pas plutôt rentré sous sa tente que pages et écuyers s'empressèrent pour le désarmer, lui offrir des vêtements et le rafraîchissement du bain. Chacun brûlait de percer son secret. Il les remercia, mais répondit n'avoir besoin que de son écuyer, un garçon de tournure campagnarde, le torse couvert d'un surtout de feutre d'un brun foncé et coiffé d'une toque normande enfoncée jusqu'au ras des yeux. L'homme semblait aussi jaloux que son maître de garder l'incognito. Un frugal repas se terminait à peine, et, déjà la nuit tombait, quand les écuyers des 5 tenants se présentèrent à l'entrée de la tente, menant par la bride les chevaux de leurs maîtres chargés de leurs armures. « Conformément aux lois de la chevalerie, dit le premier, moi, Baudouin d'Aulay, écuyer du redoutable chevalier brillant de Bois-Guilbert, je viens te faire offre, à toi, te disant le chevalier déshérité, du cheval et de l'armure dont s'est servi le dit brillant de Bois-Guilbert dans la passe d'armes qui vient d'avoir lieu, laissant à ta générosité de les garder ou d'en fixer la rançon, car telle est la loi des armes. » Les autres écuyers prononcèrent tour à tour la même formule et attendirent la décision du vainqueur. « Je n'ai qu'une même réponse à vous faire, dit le chevalier déshérité en s'adressant seulement aux 4 derniers écuyers. Portez mes compliments à ces honorables chevaliers. Je ne me pardonnerai pas de les priver de leur cheval et de leur armure qui ne peuvent appartenir à de plus braves champions. Cependant, force m'est de les prier de vouloir bien les racheter, car à peine puis-je dire que l'armure que je porte soit à moi. Nous sommes chargés, dit l'écuyer de Front-de-Bœuf, d'offrir chacun une rançon de 100 sequins pour les chevaux et les armes de nos maîtres. Je n'accepte que la moitié de cette somme. Quant au surplus, sires écuyers, vous en garderez une part pour vous, vous distribuerez l'autre aux héros, aux poursuivants d'armes et aux ménestrels. » Puis, se tournant vers l'écuyer du Templier. « Quant à toi, apprends à ton maître que je ne veux de lui ni cheval, ni armure, ni rançon. Notre querelle n'est pas close. Il m'a lui-même défié au combat à mort. Je ne l'oublierai jamais. Mon maître sait rendre courtoisie pour courtoisie, mépris pour mépris, coup pour coup. Puisque tu refuses de lui la rançon que tu acceptes des autres, je laisse ici le cheval et l'armure, car il ne voudra plus jamais ni monter l'un, ni porter l'autre.
Bien parlé, brave écuyer. Mais ramène à ton maître le cheval et les armes. S'il n'accepte pas de les reprendre, garde-les pour toi. Ils sont à toi, je te les donne. » Quand les écuyers se furent éloignés. « Eh bien, Gurt, » demanda le déshérité, « ai-je terni la gloire des chevaliers anglais? Pour un porcher saxon, ai-je bien joué le rôle d'un écuyer normand? À merveille. Mais je tremblais toujours que ta gaucherie ne te démasquât. Je ne crains d'être reconnu par personne au monde, sauf par l'ami Wamba, et pourtant, si jamais j'étais découvert, tu sais ma promesse. En attendant, prends ces 10 pièces d'or. Me voici plus riche que ne le fut jamais gardien de pourceau. Et maintenant, cours à Ashby. Emporte ce sac d'or. Informe-toi de la demeure d'Isaac d'York. Ramène-lui le cheval, et qu'il se paie du prix de l'armure. Gurt prit sur le champ la route d'Ashby, et apprit sans peine qu'Isaac, Rebecca et leurs gens avaient établi leur quartier dans une maison de campagne appartenant à l'un de leurs riches coreligionnaires. Dans un appartement assez exigu, mais luxueusement meublé, décoré dans le goût de l'Orient, Rebecca était assise parmi les coussins brodés qui faisaient le tour de la pièce à la manière des estrades espagnoles. D'un regard où s'exprimait une tendresse infinie, elle suivait tous les mouvements de son père, tandis qu'il allait et venait à grands pas. La nuit tombait. Un domestique annonça qu'un Nazaréen, c'était le terme dont les Juifs désignaient entre eux tout chrétien, demandait à être reçu sans délai. Isaac reporta sur la table la coupe où il venait de tremper ses lèvres, et, selon l'usage, Rebecca se voila. À peine avait-elle eu le temps d'abaisser sur son visage son voile d'argent que le visiteur se présenta. C'était Gurt, enveloppé de sa houppelande normande. « Es-tu Isaac d'York » demanda-t-il sans autre façon. « Oui. Mais toi, quel est ton nom ?»« Mon nom ne te regarde pas. Je viens te payer une dette. »« Me payer une dette? Oh, cela change tout. Et de la part de qui ?»« De la part du vainqueur du tournoi d'aujourd'hui, le chevalier déshérité. J'apporte le prix de l'armure, fourni par Jairam de Leicester. Quant au cheval, il est déjà dans tes écuries. Quelle somme te dois-je ? Que disais-je, Rebecca ? Que ce chevalier est un brave jeune homme. Tiens, mon garçon, un coup de vin ne te fera pas de mal. » Et il tendit à Gurt un gobelet d'argent ciselé, plein à ras-bord d'une liqueur comme le porcher n'en avait jamais bu. « Allons, compte-moi 80 sequins. » Se souvenant que le chevalier lui avait recommandé de ne pas discuter, Gurt n'insista pas, aligna les pièces et empocha le reçu. Isaac recompta lentement. « 80, conclut-il, en envoyant le dernier sequin rejoindre les autres. Il te reste bien quelques pièces dans ce sac ? » Gurt fit une grimace, ce qui lui arrivait toutes les fois qu'il croyait sourire. « À peu près autant que tu viens d'en compter. » Sur ce, il saisit le flacon de vin grec, se servit, sans en être prié, une 3e rasade, vida le tout d'un trait et fila sans cérémonie. Un peu effronté, cet Ismaélite, fit Isaac. Ne trouves-tu pas, Rebecca ? Ne recevant pas de réponse, il se retourna. Rebecca avait disparu. Gurt avait déjà dégringolé l'escalier et cherchait une issue à tâtons dans une antichambre obscure, quand une femme en vêtements blancs, une petite lampe d'argent à la main, se montra soudain et lui fit signe de la suivre. Il se trouva bientôt devant Rebecca. « Mon père, lui dit-elle, n'a voulu que plaisanter, mon ami. Il doit à ton maître 10 fois plus que son armure ne vaut. Combien as-tu payé ? 80 sequins. En voici 100 dans cette bourse. Tu remettras au chevalier ce qui lui revient. Le reste est pour toi. Mais prends garde à toi en quittant la ville. Les rues ne sont pas sûres et les environs encore moins. »« Par saint de Stan !» s'écria Gurt en s'éloignant. « Cette jeune fille est un ange descendu du ciel. Journée bénie. 10 sequins de mon bon maître, 20 de cette perle de Sion, un autre coup semblable, et Gurt se rachète de son servage, dit adieu à ses pourceaux, envoie au diable cornes et bâtons de porcher, et suit jusqu'à la mort son brave chevalier, l'épée au côté, sans cacher ni son nom ni sa figure. »